Bonjour à tous. Alors peut-être que je ne serai pas dans le champ parce que je ne me vois pas par rapport à l'effet miroir. Bon, alors c'était pour vous parler du système digestif puisque nous avons décomposé le système génital. Et là, j'ai fait un petit schéma pour vous parler du système digestif qui commence à partir du jabot jusqu'au cloaque, avec tous les intermédiaires et les organes annexes qui s'y trouvent dans ce système. Donc le système digestif, en fait, on va commencer à le décomposer parce que j'ai fait un petit schéma pour que vous puissiez comprendre le rôle de ce système et surtout comment il va décomposer les nutriments. Alors, en premier temps, quand l'oiseau ingurgite les aliments, il va passer dans le jabot. Le jabot, il est quand même assez volumineux. Chez nos passereaux, c'est un jabot court. Parce que chez d'autres oiseaux, par rapport à leur phénotype, ils ont des jabots beaucoup plus lents, beaucoup plus gros. En fait, vous avez compris, par rapport à la morphologie de l'individu. Donc chez nos passereaux, ils ont un jabot assez court parce que, en fait, du bec, ça va pratiquement faire un petit tuyau et ça va rentrer directement dans le jabot. Le jabot, en fait, c'est un organe musculaire. Ça veut dire quoi? C'est un organe qui va commencer à broyer la nourriture. Parce que les animaux, les oiseaux n'ont pas de dents. Donc forcément, il faut qu'ils mâchent. Et comme ils n'ont pas de dents, c'est le jabot qui s'occupe de ça. Et le jabot, en fait, il fonctionne avec des muscles. C'est pour ça qu'on l'appelle organe musculaire. Donc il va commencer à faire un certain travail où il va commencer à broyer la nourriture que va ingurgiter l'oiseau. Et ensuite, quand ça commence à être broyé, ça va passer dans le ventricule succienturier. Et le ventricule succienturier, c'est un organe glandulaire. C'est pas musculaire, c'est glandulaire parce que justement, il y a un certain nombre de glandes à l'intérieur qui vont fabriquer de l'acide pour maintenir un pH très bas. Je vous rappelle que le pH, c'est le potentiel hydrogène qui nous détermine le degré d'acidité ou d'alcalinité de l'eau. Et donc, on a une graduation de 0 à 14. Je vais vous faire un petit schéma aussi pour ça, de 0 à 14, qui nous permet de déterminer quel est le taux d'acidité dans le liquide que l'oiseau va ingurgiter. Eh bien, dans le ventricule succienturier, ou appelé aussi l'estomac, eh bien, ça sécrète un certain nombre d'acides. Il y a tout un tas de types d'acides qui sont sécrétés naturellement par l'organisme, qui va permettre ce qu'on appelle la fermentation. Donc, quand l'aliment est broyé là, il va passer, quand il est suffisamment broyé, c'est l'organisme qui décide. Quand il estime que c'est suffisamment broyé, il va faire passer par petites quantités au fur et à mesure, parce que le ventricule succienturier, il n'est pas très très grand en fait. Et donc la fermentation va se faire là-dedans, avec un environnement très très acide. Donc c'est un environnement qui tourne entre 3 et 5 au niveau acidité. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo c'est quoi exactement le type d'acide. Et donc ça va commencer à fermenter, donc ça veut dire que ça va commencer à décomposer la nourriture. Ce qui est gros, ça va le rendre tout petit. C'est ça le métabolisme, la transformation de quelque chose en autre chose. Donc ça va commencer à se fermenter là-dedans, ça va le décomposer. Et ensuite ça va passer au gésier. Le gésier aussi, il est assez gros parce que c'est aussi un organe musculaire comme le jabot. Et là, le gésier, il y aura un espèce de circuit fermé qui va se faire entre le gésier et le ventricule succienturier, où quand le gésier estime que ce n'est pas suffisamment fermenté, il va repartir dans le ventricule succienturier et puis ça va revenir jusqu'à ce que ça soit parfait. Et ensuite, ça va rentrer dans les intestins. Donc dans l'intestin, il y a différents types en fonction de l'endroit. Il y a le duodénum, il y a l'intestin grêle, il y a le cécum, il y a le rectum. Donc en fonction du type d'animaux, ils ont des intestins un petit peu différents avec des noms différents. Là, je me base sur les passereaux. Et bien entendu, dans ces intestins, il y a des liaisons qui se font, comme par exemple avec le pancréas et le foie. Le foie, on sait, bon, c'est pas à l'échelle, parce que le foie, on sait que c'est le plus gros organe de l'organisme. Là, il n'est pas à l'échelle, il devrait être beaucoup plus volumineux, mais par rapport au schéma qu'on puisse voir dans le cadre, je l'ai fait à cette échelle-là. Et donc ça, c'est relié, et le pancréas est relié au foie. Et ensuite, vous savez que quand tout ça est bien digéré, enfin bien transformé, ça va passer là-dedans, et c'est
dedans là qu'il y a des milliards et des milliards de bactéries. Et les bactéries, en fait, ils vont faire un travail important, comme quoi déjà ils vont lutter contre tous les virus pathogènes qui vont se propager, parce qu'ils ne peuvent pas sélectionner. Il y a dans les virus pathogènes, il y a aussi des favorables, dont l'organisme ne va pas pouvoir sélectionner ce qui est bon, ce qui est mal. Il faut un équilibre, d'où ce qu'on appelle la flore intestinale. Et donc, quand les aliments vont commencer à rentrer là pour être digérés, c'est là où se passe la digestion. Et dans cette digestion, c'est là où il y a des millions et des millions de petits capteurs sur les parois des intestins. Un tas, hein? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est là où est capté les différentes molécules, vitamines, minéraux, oligo-éléments. Tout ça, ça va être capté là et puis ça va être distribué pour l'énergie et puis pour le besoin vital de l'existence même du système de vie de l'oiseau. Et donc, et quand on va arriver, quand ça va être sélectionné, ça va puiser dans, par exemple, dans ce qu'on appelle les électrolytes, ça va hydrater aussi, ça va prendre toute l'eau et tout ça. Et bon, là, il y a beaucoup, j'essaye si vous voulez, de résumer au maximum. Et donc, quand tout est capté, ça va se transformer en déchets, le reste, qui n'est pas métabolisé, qui n'est pas transformé, et ça va partir dans le rectum, et après, ça va sortir dans le cloaque. Et le cloaque, je vous rappelle qu'il y a les reins qui est un petit conduit qu'on appelle l'urétère, et c'est là que passe l'urine. Et puis il y a l'utérus du système génital que je vous ai décomposé l'autre jour sur une vidéo précédente. Et donc voilà, et tout il y a dans cette poche où les fientes sortent après par l'anus. Donc voilà le système digestif de l'oiseau. Et c'est super important parce que justement, je vous parlais des bactéries l'autre jour, les différentes sources de bactéries, les différentes familles de bactéries. Eh bien, elles se mettent un peu partout. Il y en a ici, il y en a ici, il y en a partout, dans le jabot aussi. Et il faut savoir que, en fonction des familles de bactéries, il y en a qui sont plus propices, par exemple, pour, comment dirais-je, détruire ou transformer la nourriture en déchets. Il y en a d'autres qui seront plus propices dans le gésier pour aider le broyage. Il y en a, voilà, il y a beaucoup de fonctions, ces bactéries, d'où il y a différentes familles de bactéries. Et elles ont toutes une fonction bien définie en fonction de l'endroit où elles se placent. Et il faut savoir aussi, quand on vous dit la flore intestinale, c'est l'ensemble de l'équilibre de toutes les bactéries qui sont là-dedans, dans tout le système digestif. Mais là-dedans, par exemple, vous avez la flore dans le cloaque. Dans le cloaque aussi, il y a des bactéries, il y a un équilibre qui doit se faire là-dedans, et c'est la flore du cloaque. Il y a aussi, au niveau du bec, la flore buccale. Il y a, partout où il y a des orifices, il y a une flore, parce que quand on dit flore, c'est qu'il y a une colonie de plusieurs milliards de bactéries, qui fait que c'est hyper important d'avoir des bactéries. Après, il y a beaucoup de maladies qu'on retrouve, et des fois, comme on n'est pas vétérinaire et on ne fait pas forcément de tests ou diagnostics approfondis, on détermine par expérience que ça peut être ci, ça peut être ça, mais beaucoup d'entre nous se trompent au niveau des maladies. Seuls les vétos savent exactement par rapport à le diagnostic qu'ils font, que ce soit des prélèvements sanguins ou des prélèvements de fientes, des coproscopies, seuls les vétérinaires spécialisés dans l'aviculture savent comment déterminer des maladies. Et nous savons que nous, on néglige beaucoup cela, mais dans le jabot, sachez que quand, par exemple, vous avez des jeunes petits que vous nourrissez à la main, quand vous les nourrissez à la main, on a toujours tendance à se référer par rapport à ce qu'on a vu des mamans qui nourrissent leurs petits. Et souvent le soir, au coucher, on se rend compte que les mamans gavent énormément leurs petits et qu'on voit le jabot hyper enflé, hyper gonflé, parce que la mère, elle sait qu'elle ne va pas les nourrir pendant toute une durée donnée, toute la nuit jusqu'au matin, et il faut qu'elle mette suffisamment d'aliments pour subvenir aux besoins organiques des petits pour qu'ils puissent se développer.
Je vous rappelle que quand vous constatez un bébé, vous prenez une photo le matin, le soir, le lendemain matin, le lendemain soir, vous verrez l'évolution de la taille du petit. Parce que à ce moment-là, les petits, l'organisme a besoin énormément de nutriments pour pouvoir faire sa croissance et grandir dans de bonnes conditions. Par contre, quand on nourrit à la main, avec la plupart du temps des produits, je dirais, industriels, des produits chimiques, eh bien, on gave par visuel par rapport à ce qu'on a appris sur les femmes, les mamans, on gave le petit pour qu'il ait le jabot vraiment gonflé. Le problème qui se passe, c'est que avec ces produits-là, il y a des interréactions chimiques qui se font avec l'organisme, qui fait que ça ne va pas forcément bien transmettre les aliments au ventricule succienturier. Et quand c'est trop rempli, là-dedans, là, il y a une dégradation qui se fait et il y a une formation de champignons toxiques. Des champignons qui ne sont pas bons pour la santé, parce qu'après, quand c'est toxique, le jabot va continuer à faire son travail, il va transmettre. Et c'est là qu'avec ces champignons-là, tout ce qui est maladie fongique, ça va te transmettre là-dedans. Et après, ça va se répartir partout et puis ça va se fixer quelque part. Et puis ça va faire une inflammation, d'où l'oiseau tombe malade. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très 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 attention à la quantité qu'on donne à nos oisillons. La femelle, elle sait ce qu'il fait, elle sait ce qu'elle fait. Et surtout, il faut surtout faire attention à la quantité aussi qu'on donne aux femelles pour leurs petits. C'est vrai qu'on doit donner suffisamment de pâté. Contrairement à ce que je vous ai dit la dernière fois par rapport à la démonstration de la quantité de pâté que vous devez donner, la quantité de pâté qu'on donne, la quantité que je vous ai expliquée, c'est quand on donne ça au quotidien toute l'année. Mais pendant la période de reproduction, on doit augmenter cette quantité justement pour charger la femelle pour qu'elle fabrique des ovules plus gros, pour que l'œuf se constitue normalement et que l'embryon ait suffisamment de nourriture pour pouvoir grandir dans le système génital. Donc là, effectivement, on est obligé d'augmenter la quantité puisque le besoin nutritif de la femelle lors de la préparation avant l'accouplement, elle a besoin d'un taux de protéines plus élevé que d'habitude, elle a besoin d'un taux de calcium plus élevé que d'habitude, donc elle a besoin de plus de nourriture, donc elle va emmagasiner tout ça va se transformer parce qu'à ce moment-là, si vous voulez, les protéines ne vont pas se perdre dans l'organisme parce que il y a un moment donné, naturellement, l'organisme va se mettre dans un désir, je dirais, de fabrication. Et donc, quand elle va commencer à fabriquer, elle va demander un peu plus de protéines, d'où l'importance d'augmenter le taux de protéines pendant cette période. Mais il ne faut pas le faire hors cette période. Là, il y aura, oui, ça peut commencer à atteindre les reins et tout ça parce qu'il n'y a pas de demande supplémentaire en protéines. Mais pendant la reproduction, on est obligé d'augmenter le taux de protéines, d'où on donne de la pâtée un peu plus que prévu et tout ça sur une durée de préparation plus longue d'environ 30 jours à peu près avant de commencer l'accouplement. Donc j'espère que j'ai été assez clair là-dessus pour vous. Je coupe parce que c'est tellement long. Voilà, donc je vous ai décomposé ça. Je vous décomposerai très bientôt le système respiratoire. Donc il y a trois systèmes, hein, respiratoire, génital et digestif. Donc quand vous savez ça, après si vous voulez, les explications que je vais décomposer, peut-être qu'il y a d'autres éleveurs qui ont un peu plus de détails sur certaines, parce que là j'ai zappé énormément au niveau des tubes digestifs, mais j'ai pas tout dans mes connaissances. Et voilà, donc quand vous connaissez ça, l'important c'est ça. La théorie c'est pratique parce que quand on connaît la théorie, on sait pourquoi on donne telle chose, pourquoi on augmente telle chose. Ça c'est le pourquoi. Et la théorie c'est vraiment, vraiment, vraiment très important de connaître la théorie. Très bonne journée, très bon dimanche. Fait pas beau, il pleut.